La présentation va porter sur le ver de terre ébullis et génier, la consommation de litière végétale en conditions tropicales. Oh, il y a des trucs qui bloquent le screen là, les messages. Donc, ici, il s'agira particulièrement de montrer comment les composantes de l'habitat et de la densité peuvent impacter ou déterminer la consommation de la litière chez ce ver de terre africain qui est originaire d'Afrique. Je suis originaire du Cameroun, un pays de l'Afrique centrale. Et, vous avez une esquisse de la carte du Cameroun là. C'est un pays francophone et anglophone en même temps. Le Cameroun a été colonisé par l'Allemagne et est devenu une colonie allemande en 1884. Et après la Première Guerre mondiale, perdue par l'Allemagne, le pays a été cédé à la France et la Grande-Bretagne. Et donc, actuellement, j'y suis pour les vacances. Et comme Laetitia l'a bien dit, je suis basé en Afrique du Sud où je fais mes travaux de recherche et où j'ai fait une partie de mes études universitaires. C'est quoi une litière? Le travail que je vais présenter aujourd'hui est un travail fait sur le côté, on va dire ça comme ça, parce que c'est un travail inspiré d'une curiosité. Et donc, l'idée de faire ce travail vient du fait qu'un jour, je vais à un dépotoir et je me rends compte en soulevant un bac d'ordures qu'il y avait tellement de vers de terre sous ce bac. Et puis, la couleur du sol m'a interpellé parce que le sol était extrêmement noir. Et donc, c'est comme ça que je commence à fouiller de part et d'autre du dépotoir et je vois que cette espèce avait carrément colonisé le milieu. Et c'est comme ça que je me dis, bon, il y a quelque chose qui peut être fait ici. Et c'est comme ça que je collecte des individus de ces vers et je les ramène à la maison. Et je commence à planifier une expérience avec ça. Et déjà, c'était aussi que quand je fais dans l'analyse moléculaire, je me rends compte que c'est un ver de terre que j'avais rencontré lors de ma thèse. Et c'est donc de cela que ce travail de recherche vient. Et après analyse du sol, j'envoie les sols dans les labos et je me rends compte que le sol est riche en certains éléments minéraux. Et je prends des sols témoins et je vois qu'il y a une certaine différence. Et c'est donc là où je commence donc à investiguer, à me dire, bon, il y a quelque chose à faire, il faut lancer quelque chose, il faut voir ce qui se passe avec ce ver de terre. D'autant plus que quand je fouille la littérature, je vois pratiquement peu de travaux faits avec cette espèce-là. Et donc, ici, dans l'expérience de la consommation de la litière, comme je l'ai dit tantôt, vient du fait que dans les sols où je trouve ce ver de terre en abondance, il y a tellement de matière organique dans les sols après analyse. Et aussi, le sol aussi riche en certains éléments minéraux. C'est quoi une litière? Écologiquement parlant, le terme litière a deux significations. Donc, elle peut désigner la couche de matière végétale morte présente à la surface du sol, ou alors elle peut désigner une plante morte ou une partie de la plante. Ça peut être les feuilles, les branches ou le tronc qui se détachent d'une plante vivante. Et donc, généralement, dans la nature, on va avoir des strates de litière qui peuvent être différenciées de la couche minérale au niveau du sol. Parlons de la décomposition de la litière. La décomposition de la litière vient du fait que une partie, comme je l'ai dit tantôt, une partie du matériel végétal est carrément en état de mort, on va dire comme ça. Et donc, pour la décomposition de la litière, il n'y a pas vraiment de repère clair pour marquer le début de décomposition de la litière qui est détachée, comme je l'ai dit, soit d'une partie d'une plante vivante ou bien d'une plante entière. Et donc, en ce sens que, par exemple, une branche morte dans la couronne d'un arbre peut s'être décomposée jusqu'à ce que son poids vif partiel
est réduit et que cette plante-là, ou bien cette partie de la plante-là tombe au sol. Donc, avant qu'elle n'arrive au sol, il y avait déjà le début de la décomposition. Et on peut aussi avoir un cas où le tronc d'un arbre peut mourir et se décomposer complètement avant que l'arbre ne tombe au sol. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de repère généralement clair pour marquer le début de la décomposition de la litière. Et donc, la décomposition de la litière joue un rôle essentiel dans le bien en nutriments d'un écosystème. Il influence la flore et le recyclage des éléments nutritifs au niveau des sols. Cette décomposition englobe généralement une large dégradation des matières organiques en CO2 et en nutriments via des processus physiques, biologiques et même chimiques. Il est à noter aussi que les taux de décomposition peuvent être lents, entraînant ainsi la formation de matières organiques et des taux de nutriments dans le sol, ou alors les taux de décomposition peuvent être rapides et ainsi aider, n'est-ce pas, à répondre aux besoins d'absorption des plantes. Ça, c'est généralement les deux cas majeurs de décomposition et leur impact dans l'écosystème. Plusieurs facteurs affectent la décomposition de la litière. Par exemple, les caractéristiques climatiques, telles que la température, les précipitations, les variations saisonnières, peuvent influencer, par exemple, l'existence des microbes et d'autres faunes du sol qui affectent le taux de décomposition de la litière. La diversité aussi de la litière a une influence majeure sur l'activité des communautés et des processus du sol pendant la décomposition. Okay? Globalement, la décomposition de la litière consiste en deux processus généralement simultanés. Hein. D'un côté, on a la minéralisation et l'humification, qui est l'humification ici par l'action des micro-organismes, de la macrofaune du sol aussi, tels que les vers de terre, les termites, les fourmis. Donc, cette humification, cette minéralisation et cette humification associée de lignine et même des composés complexes comme les celluloses, n'est-ce pas, vont concourir à la décomposition de la litière. De l'autre côté, le deuxième processus aussi, c'est la lixiviation. La lixiviation des substances solubles dans le sol, dont le carbone et l'azote seront progressivement minéralisés. Ces processus dépendent aussi des facteurs abiotiques, comme je l'ai dit, tels que la température, la teneur en eau ou bien l'humidité, la composition chimique de la litière et même des caractéristiques biotiques telles que les organismes du sol, les micro-organismes et généralement la macrofaune. Il est aussi à mentionner par conséquent que l'environnement physico-chimique, la qualité de la litière et la composition de la communauté, généralement des décomposeurs, sont les trois principaux caractéristiques majeures qui est répertorié, qui sont ceux généralement cités dans la littérature comme impactant la décomposition de la litière. Les caractéristiques physiques et chimiques du sol jouent un rôle prépondérant dans la décomposition de la litière. Parmi ces caractéristiques du sol, on a la texture du sol, qui est vraiment un élément important dans le sens où la texture du sol stimule la dynamique d'eau, ou bien les dynamiques d'eau et des nutriments. Elle est importante dans la porosité, et même la perméabilité de la surface du sol. Les propriétés chimiques majeures généralement comprennent le pH, la capacité d'échange cationique, la teneur même en matière organique et même la teneur en nutriments. Parlant de la matière organique elle-même, elle influence généralement les différentes propriétés physico-chimiques du sol, comme la densité apparente du sol et le pH, sur lesquels elle a une importance, elle exerce un effet majeur. Et elle est la principale propriété du sol affectant la décomposition de la litière en tant que propriété physique. Parmi les nutriments minéraux, la teneur en azote du sol et même la teneur en phosphore est généralement considérée aussi comme des facteurs limitants en raison de leur faible quantité en circulation dans les sols. Mais surtout, la teneur en phosphore qui est généralement vraiment un facteur limitant majeur parce qu'il est très faible.
On a les autres composants chimiques tels que le calcium, l'azote, le phosphore, qui sont rapidement minéralisés dans la litière. Donc, ils prennent quelques semaines, mais des complexes organiques et des poules de matière organique plus complexes prennent beaucoup plus de temps pour se renouveler et ils sont beaucoup plus lents. Bien que la majeure partie de la décomposition de la litière organique est effectuée par les micro-organismes du sol, beaucoup d'études ont reconnu que la faune du sol affecte de manière significative les taux de décomposition, principalement en raison de l'incidence de la faune sur l'activité microbienne. Et généralement, la litière de feuilles fraîches est un substrat facilement disponible pour la macrofaune. Et même, certes, et même pour la microfaune, mais elle est davantage plus facilement disponible pour la macrofaune, qui exerce des actions de déchiquetage, de réduction de la taille de la litière, afin qu'elle soit facilement accessible aux champignons, aux bactéries et aux autres micro-organismes, les actinomycètes aussi. Donc, les écosystèmes du sol fournissent une large gamme d'espèces qui sont capables d'influencer la décomposition de la matière organique à un ou plusieurs niveaux du système. Et donc, les ingénieurs du sol, nommés comme tels, depuis Boucher qui les a nommés les ingénieurs du sol, en l'occurrence les vers de terre et les taxons aussi de grandes biomasses tels que les antriqués, sont de bons exemples des organismes qui influencent la décomposition et la stabilisation de la matière organique dans les sols. Les activités des vers de terre sont généralement aussi influencées par la couverture végétale qui fournit des matériaux décomposables entraînant une accumulation de matière organique du sol et des nutriments. De plus, les vers de terre ont l'avantage de se nourrir d'une grande variété de litières qui peuvent être transférées de la matière végétale au sol. Et la consommation des litières de vers de terre est un processus important du complexe réseau trophique sol. Bien que les études publiées sur la question dans les conditions tropicales sont jusqu'ici un peu rares, mais beaucoup d'études ont utilisé l'espèce type Lumbricus terrestris et a montré cette capacité des vers de terre à vraiment impacter la consommation de la litière dans les zones tempérées. Ici, on a un exemple type de vers de terre, entre guillemets. C'est vrai que sa classification écologique est un peu floue. Elle est entre soit, on dit, certains auteurs la dénomment comme étant une espèce épigée, c'est-à-dire qui se nourrit particulièrement des litières, et d'autres auteurs disent qu'elle est à cheval entre les couches, les premiers centimètres du sol et la partie superficielle du sol. Et donc, ici, on a affaire au ver de terre Eudris sésénier, qui est un ver de terre originaire de l'Afrique. On la rencontre, elle est largement distribuée dans l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. Elle est de la famille des Eudinidés. Comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est un ver de terre qu'on trouve dans les substrats riches en matière organique, dans les savanes de l'Adamawa et même dans des champs, et aussi même dans les dépotoirs ou alors les décharges tout au long de la région. Et donc, l'expérience avec le ver de terre Eudris eugénié, les objectifs de ce travail, de cette expérience, de cette étude avec ce ver de terre typique ou originaire de l'Afrique, qui est encore très peu étudié, était d'investiguer l'influence de ce ver, l'influence de la teneur en eau du sol sur la consommation de la litière chez ce ver de terre, l'influence de la qualité de l'habitat, entre guillemets, les propriétés du sol telles que la texture et autres, et d'investiguer aussi l'influence du type de litière et la densité d'individus sur la consommation de la litière par ce ver de terre-là, en utilisant une litière de feuilles et une litière d'herbe, en fait. La figure ci contre
montre notre zone d'étude hein, et les sites d'échantillonnage de vers de terre, de données CGD et des sols situés autour de Gaoundéré. Donc là, on a une carte du Cap-Vert, on a une carte de la ville de Gaoundé, on a les points où nous avons échantillonné notre vers de terre. Mais globalement, nos sites d'études ou des sites d'échantillonnage étaient situés autour de la ville. Donc, tous les sites se trouvaient vraiment autour de la ville. Donc, la présente étude s'est intéressée à 3 différents habitats. Donc, au cours de nos investigations, quand on s'est rendu compte qu'on avait déjà échantillonné ces vers-là lors de la thèse, donc on a repris les points, les GPS coordinates où on avait échantillonné les vers et nous sommes repartis là-bas. Effectivement, on avait commencé à caractériser leur habitat et donc il en est ressorti que Église Déjeuner se trouvait en grand nombre, en forte densité dans certains dépotoirs, des terres agricoles et de certaines savanes dominées par le tournesol mexicain Titonia diversifolia. Les méthodes d'échantillonnage consistaient à échantillonner les vers de terre et les sols. Donc, les vers de terre générés dans nos, une fois après avoir répertorié les habitats où ils étaient vraiment dominants. Donc, on a échantillonné ces vers de terre, les sols suivant un triangle équilatéral de 20 cm de côté. Donc, sur chaque sampling plot au point d'échantillonnage, on échantillonnait les vers de terre sur une surface d'un mètre carré. Et juste à côté, on a procédé à l'échantillonnage du sol pour des analyses physico-chimiques. Okay? Les échantillons de sol ont été regroupés et même les échantillons de verre de terre pour avoir un échantillon composite. Et chez les vers de terre, on évaluait la densité, donc le nombre d'individus par mètre carré. Et au niveau du sol, comme je l'ai dit, on évaluait les propriétés physico-chimiques, telles que la teneur en eau, la densité apparente, la matière organique, le phosphore, l'azote total, le pH, la conductivité électrique. OK, après avoir échantillonné nos vers de terre et nos sols, nous avons donc pu générer ces données. Donc là, vous avez, dans ce tableau, vous avez les 3 types d'habitats. Donc AL pour terre agricole, TD pour savane dominée par le tournesol mexicain, Titonia diversifolia et GB pour les dépotoirs. Okay? Et les analyses des densités ont montré qu'une très forte densité des vers était effectivement dans les dépotoirs, suivie d'une la seconde densité la plus élevée a été enregistrée dans les terres agricoles. Les propriétés du sol ont montré que le sol était acide dans les terres agricoles et dans les savanes dominées par le tournesol mexicain. Donc, il était plutôt neutre dans les savanes dominées par le tournesol mexicain, mais pas le phosphore et les teneurs en eau étaient plus élevés sous les sols des dépotoirs que sous les sols agricoles et les sols de savane. Et on observe aussi une tendance inverse pour la densité apparente, dans le bulk density. Et la capacité d'échange cationique était plus élevée dans les savanes dominées par le tournesol mexicain que dans les sols agricoles et les dépotoirs. L'azote total, quant à lui, la matière organique était très élevée, 2 à 3 fois plus élevée dans les dépotoirs que dans les sols agricoles et les sols de savane. Donc ici, on a eu une preuve de l'influence de la population, ou bien, bon, pas une preuve, mais on a commencé à avoir un peu cette évidence, ou bien cette preuve de l'influence de ces vers de terre sur les propriétés physiques du sol, parce que quand on a combiné la densité et les propriétés physiques chimiques que nous avons analysées, on a commencé à
à avoir une ébauche d'idée sur l'impact qu'ils peuvent avoir dans les sols de la zone d'étude. Et donc, pour aller maintenant plus loin, il fallait confirmer nos premières observations et notre intuition, on va dire ça comme ça. Pour aller plus loin, donc, on a décidé de mener une série d'expérimentations. OK? Donc, nous avons conduit une série d'expérimentations de consommation de litière avec l'espèce Eubulus edeni. Donc, nous avons conduit 4 expériences distinctes qui ont été réalisées, donc chacune évaluant la consommation de litière par cette espèce dans diverses conditions. Donc, grosso modo, après le prélèvement des vers de terre dans les sites indiqués, donc pour chaque site, on prélevait les vers de terre dans le site spécifique et donc on les a maintenus dans le sol, dans un sol stérile. Donc, on a creusé un peu, je ne sais plus combien de centimètres sous le sol des savanes, donc à l'horizon E qui est réputé comme un sol très peu fertile. Et donc on a maintenu nos vers à l'intérieur et on a ajusté la teneur en eau de notre sol à 40%. Et on a donc gardé les vers nourris avec une litière de feuilles d'arbustes très communes aux savanes de la région, en l'occurrence l'espèce Chromolyna odorata, donc qui a été utilisée comme source de nourriture ou bien de litière pendant 7 jours avant que nous ne conduisons cette expérience. Donc, les vers de terre ont été exclusivement avant l'expérience nourris à cette litière-là. Et pour chaque expérience, nous donnions 80% du poids frais du ver de terre. Oui, donc nous donnions 80% de son poids frais en termes de masse de litière qui était pourvue dans chaque récipient. Donc, c'est un peu ça. L'expérience numéro 1 investiguait l'effet de la qualité de l'habitat sur la consommation des litières par l'espèce Eubulus edeni. Nous avons investigué dans l'influence de l'habitat dans des savanes dominées par Tithonia diversifolia, des sols issus des dépotoirs et des sols stériles et même des sols amendés avec de la bouse de vache pour voir si la qualité de l'habitat influençait le taux de consommation de la litière. Ici, on a on a utilisé un substrat de sol amendé à la bouse de vache pour essayer de créer une alternative de source alimentaire pour ces vers et voir comment elles vont se comporter si elles sont soumises à une autre matière organique d'origine animale. Donc, au cours de toute notre expérimentation, nous avons donc utilisé un facteur de correction pour corriger et être sûr que ce que nous observons était vraiment, le taux de litière consommé était vraiment de l'effet de ces vers de terre-là. Nous avons utilisé un facteur de correction pour éliminer l'effet des micro-organismes parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les micro-organismes sont réputés comme étant les organismes majeurs dans la décomposition de la litière. Donc, quand nous faisions pour chaque expérience, nous faisions une expérience parallèle où nous mettions juste de la litière. Oh, sorry. Nous mettions juste de la litière dans nos récipients, sans vers de terre, et après 10 jours, les conditions étaient les mêmes. Mais jusque dans l'expérience de correction, nous n'utilisions aucun organisme, aucun vers de terre, je vais dire. Et donc, on évaluait dans le taux de dégradation de la litière pendant cette période. Et donc, ce taux de dégradation était donc retiré de nos résultats dans les pots expérimentaux avec les vers de terre Eubulus edeni. Donc là, on a la formule de la quantité initiale de litière dans le traitement et après, on a le pourcentage de litière dégradé par l'activité des vers de terre après avoir estimé l'effet des microbes sur cette dégradation. Et ceci a été fait pour toutes les expériences. Donc, dans l'expérience ci-contre sur la qualité de l'habitat,
d'effet de la qualité de l'habitat sur la consommation des litières, sur la consommation des litières par cette espèce, nous avons donc constaté une grande influence, une grande consommation des litières dans les sols agricoles et dans les sols de dépotoirs. Donc ici, on a notre graphe qui nous donne les différentes valeurs avec les seuils de signification. Et donc, on a donc constaté que les grands taux de consommation étaient dans les sols de dépotoirs et les sols agricoles. Et parallèlement, les taux les plus bas de consommation étaient enregistrés dans les sols stériles, comme je disais tantôt, le sol de l'horizon, vraiment le sol profond de savane, qui est réputé comme étant quasiment stérile, on va dire ça. Et donc, et on a aussi observé donc que les taux intermédiaires de consommation de litière étaient observés dans les sols de savane dominés par le tournesol mexicain. Dans l'expérience 2, nous avons étudié l'influence de la teneur en eau du sol sur la consommation des litières par notre ver de terre, notre organisme test Eurylis egeni. Donc, durant cette expérience, on a utilisé 25 conteneurs d'exposition et dans chaque conteneur, depuis l'expérience, nous n'utilisons qu'un seul individu par conteneur. Et ici, nous avons réglé notre sol avec 5 niveaux d'humidité de teneur en eau de 14, 18, 24, 50 et 70%. Donc, avant l'hydratation, la masse de terre sèche qui avait été séchée à l'air libre a été pesée. Et donc, à chaque conteneur, on mettait 130 grammes en fait de notre terre sèche. Et puis maintenant, on commençait à porter le taux d'humidité à 14, 18, 25, 50 et 70%. OK? Donc, en raison des différences dans la capacité de rétention en eau des sols, ici, nous avons donc utilisé le sol stérile une fois de plus. Parce que si on utilisait un sol ou bien différents types de sol, peut-être on aurait pu avoir des résultats biaisés parce que en fonction, chaque sol a sa capacité, son holding capacity qui est différent de l'autre. Donc ici, nous avons donc préféré utiliser un sol stérile et pour réduire les biais. Et donc pour réduire donc la perte d'humidité, nous avons placé des petits trous sur les pots ou sur les récipients. Et les récipients étaient pesés chaque 2 jours pour être assuré que la teneur en eau reste effectivement la même du début à la fin de l'expérience. Et donc, dans l'expérience sur l'humidité, nous avons remarqué que la consommation de litière la plus élevée a été observée dans les récipients contenant les plages ou bien les concentrations en eau de 24 et 50%. Donc, les taux de consommation des litières, par contre, étaient inférieurs et similaires dans les niveaux d'humidité en dehors de cette plage-là. Et avec un taux de consommation très faible dans les sols ayant une teneur en eau de 70%. Dans l'expérience 3, nous avons examiné l'effet du type de litière sur le taux de consommation de litière d'Eurylis egeni. Ici, durant cette expérience, nous avons toujours utilisé un individu par récipient ou bien par traitement. Et donc, nous avons utilisé 2 types de litières, une litière faite de feuilles et une litière faite d'herbe, voilà, de grasse. Et donc, la litière faite de feuilles était constituée de Cumulina lorata, qui est une espèce très commune dans la savane de la région de l'Adamawa au Cameroun, et Braccaria lata, qui est une espèce de graminée très résistante à la sécheresse et aux conditions climatiques aussi. Donc, nous avons pris une partie de nos vers de terre que nous les avons soumis à la litière faite de l'une de ces plantes. Et donc, les feuilles dont ici ont été, on a utilisé des feuilles sénescentes, n'est-ce pas, qui ont été séchées
pendant 3 jours à 60 degrés, pesé, et donc on utilisait et coupé en petits morceaux de 1 à 2 cm. Nous avons placé à la surface de nos pots pour voir comment elles évoluaient. Et donc 80% de chaque litière, 80% du poids frais de chaque ver de terre a été donné comme source de litière. Et aussi, la teneur en eau a été maintenue à 40% pendant toute l'expérience pour éviter que on essayait en fait d'éliminer certains facteurs pour ne se concentrer que sur certains ou un facteur spécifiquement. Et le facteur de correction a été toujours appliqué comme à l'expérience 1 et à l'expérience. Et donc, les résultats de cette expérience de consommation en réponse au type de litière nous ont montré que chez Julie Cégénie, en tout cas, les premières observations, bien les observations nous ont montré que le type de litière n'affectait pas vraiment le taux de consommation chez ce ver de terre-là. Donc, et même pour les deux types de litières utilisés, la consommation maximum se situe autour de 60 et 70% après 10 jours, ce qui n'était pas vraiment significatif comme différence. Au cours de l'expérience 4, on a conçu cette expérience pour étudier l'influence de la densité des populations sur la consommation des litières. Comme je l'ai dit plus tôt, au cours de notre investigation de terrain, on avait constaté que les habitats avec la forte densité présentaient vraiment certaines caractéristiques du sol très élevées. Et donc, on s'est aussi intéressé à la densité. Donc, au cours de cette expérience, nous avons utilisé 3 densités de vers de terre. Dans chaque pot ou dans chaque décision, on mettait 5 vers, 10 ou 15. Donc, le nombre d'individus augmentait. Donc, nous avons utilisé ces 3 densités que nous avons inoculées dans le sol de 130 grammes. Donc, le sol ici était toujours un sol stérile, élevé dans les couches profondes de la savane. Et le nombre individuel, le nombre de densités a été un peu estimé ici en fonction des études de terrain préalables qui ont été présentées plus haut. Et dans la quantité de nourriture, quelle qu'en soit, pour tous les 3 densités étudiées, était de 80% de la totalité des vers de terre présents dans le milieu. Donc, on donnait 80% des litières pour la densité des 5 individus, pareil pour 10 et aussi pour 20. L'humidité a toujours été maintenue à 40% pendant toute l'expérience et le facteur de correction expliqué précédemment a été toujours appliqué. Dans les résultats de cette expérience avec les Julie Cégénie en fonction de la densité, nous ont montré aussi que le taux de dégradation de la litière augmentait un peu avec la densité des individus, ce qui corroborait, parce que ça nous a aidé à corroborer le fait qu'effectivement, ils consomment de la litière. Parce que si il y a une forte densité, une forte consommation, une différence significative dans une population de 15 vers, ça veut dire que la source prioritaire de nourriture chez ce vers était effectivement la litière que nous avons mis dans ce milieu-là. Et donc, nous avons constaté qu'il y avait une différence significative entre la densité la plus élevée de 15 individus par 130 grammes de sol et la densité de 5 individus par 130 grammes de sol. Et donc, les taux de dégradation étaient de 50% dans le traitement inoculé avec 5 individus, 79% dans les traitements inoculés avec 10 individus et jusqu'à 92% de consommation de litière dans les traitements inoculés avec 15 individus. Donc, ceci montre effectivement, au cours de ces 4 expériences, que le ver de terre Julie Cégénie est vraiment un élément ou bien une espèce prépondérante dans la consommation et la stabilisation de la matière organique dans les zones tropicales. Et son impact négligé jusqu'ici est
montre qu'il y a des pistes de travail pour ce ver de terre qui est, comme je disais, originaire et qui est adapté aux conditions tropicales et qui fait plutôt qui est bien adapté aux conditions tropicales et qui est bien distribué dans la zone. Merci. Bravo. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Si Gina peut ouvrir les micros pour qu'on puisse applaudir Dr. Michel Kandem avant de passer aux questions. Gina, c'est possible d'ouvrir les micros de tout le monde, juste pour qu'on puisse applaudir Dr. Kandem avant de passer aux questions. Merci beaucoup. Merci, Gina. Donc, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, si quelqu'un dans l'audience a des questions, vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro et poser la question. Et vous pouvez aussi poser la question dans la boîte de messages, chat box. Vous pouvez aussi poser des questions là-bas et je vais les lire pour vous. Si personne n'a une question maintenant, moi, je vais donc poser une question à Dr. Kandem. Docteur, j'aimerais connaître après tous les résultats que vous avez eus, l'étude que vous avez faite, j'aimerais savoir c'est quoi l'application pratique en fait de l'utilisation, comment l'utiliser de manière pratique, comment est-ce que ce verre-là peut être utile aux citoyens moyens. Je me dis, l'étude a sûrement été motivée pour voir peut-être comment est-ce qu'on peut l'utiliser, les différentes applications qu'il peut y avoir. Donc, de manière pratique, comment est-ce qu'il peut être utile? Merci pour la question. Déjà, c'est un verre de terre très utilisé en vermicompost. Bon, pas très utilisé, mais surtout utilisé, un peu utilisé en vermicompost, surtout utilisé en vermicompost dans une partie du monde. Certains pays latinos l'utilisent, même en Australie aussi. Il est très efficace. Mais comme je le disais, c'est un verre typiquement tropical, quoi. Et donc, ici, l'aspect pratique visé, c'est surtout d'avoir des organismes qui peuvent être utiles à la restauration des sols dégradés. Parce que le Nord Cameroun, où l'étude a été faite, la Damao a fait partie du Nord Cameroun, est une zone semi-aride. Et un peu plus haut, nous avons carrément des zones arides et désertiques. Et donc, le phénomène de dégradation des sols est très poussé ici. Les sols, c'est grave avec l'avancée du désert et tout ça. Et donc, on cherche des éléments qui peuvent aider à la restauration des sols. Les vers de terre sont des bons candidats, mais maintenant, il faut des candidats adaptés au climat, à la condition, qui sont vraiment bien adaptés, qui évoluent dans ce milieu, au lieu peut-être d'aller penser plus tard importer des vers d'ailleurs pour faire des tests sur place, et qui ne sont pas vraiment ceux qui vont performer dans la zone. Donc, c'est un peu ça la vision, plus tard, pousser et voir comment ils peuvent aider. Et la consommation de la litière est un aspect important. Promotion ou bien des sols en matière organique. Parce que à travers l'ingestion de litière, les vers de terre, quand ça passe dans leur intestin, ils transforment ça. Et donc, ils font partie d'un aspect, ils font partie d'une chaîne, en fait. Et ils sont très utiles dans le fonctionnement et la restauration de la matière organique des sols. Et en fait, la matière organique est très importante pour les sols, aussi bien pour leur fertilité, leur stabilité,
et même leur fonctionnement en général. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, à part cette espèce-là, quelle autre espèce ou quelle espèce de vers de terre sont trouvées? Parce que je doute que Hydrolyse soit la seule, n'est-ce pas? Il y en a certainement beaucoup, deux ou trois en même temps, mais quels sont leurs rôles aussi dans la consommation de la litière, si vous avez peut-être une idée? Je doute que l'expérience soit déjà faite, mais est-ce que vous avez une idée de combien ces espèces contribuent aussi à ce que vous avez décrit là? Je confesse que les autres espèces, il n'y a pas vraiment de littérature sur leur impact dans les écosystèmes parce que les vers de terre tropicaux sont vraiment très peu étudiés pour diverses raisons que Descamps et collègues ont décrit dans leur manuscrit, je crois, un manuscrit de 2013. Le manque de spécialistes des vers de terre tropicaux. Et quand on dit un peu des vers de terre tropicaux, la partie tropicale qui est un peu utilisée, c'est l'Amérique latine. Donc, on a vraiment ce manque de connaissance de nos vers de terre. Malheureusement, il n'y a pratiquement pas d'études qui permettent de les situer en termes d'impact dans l'écosystème, comment ils peuvent aider à la dégradation de la matière organique. Tout au long de ce travail, en tout cas, je n'en avais pas vu qui était un vers local. Je disais qu'il faudrait encore travailler, prendre d'autres espèces, les tester et voir comment ils performent. Mais pour l'instant, vraiment, il n'y en a pas. La distribution, par exemple, on a étudié la distribution dans les habitats, mais il y en a un peu. Même quand je dis étudier, c'est vraiment des études très rares. Mais il y en a quand même en termes de distribution de quelques espèces. Mais très peu, vraiment, parce que même la taxonomie des espèces tropicales est un peu plus complexe. Il faut vraiment des spécialistes qui vont aller au bout, déjà nous donner leur nom, et puis maintenant, pour qu'on pousse un peu le travail afin de voir comment ils peuvent contribuer à améliorer les sols dans les zones tropicales, arides, semi-arides et autres. Il y a une question de Aiglé, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Elle dit « Bonsoir, ma question est celle-ci. Quand il s'agit de l'élevage des vers de terre, la température favorable pour l'élevage et aussi la nourriture, à quelle fréquence nourrissez-vous les vers? » Ça, c'est le premier. Elle a deux questions. Là, je viens de donner le premier volet. Donc, elle veut connaître la température favorable et aussi la fréquence à laquelle il faut nourrir les vers. Je dirais que ça dépend de l'espèce. Docteur Otto Moyen mieux placé parce qu'il a travaillé sur le vermicompost. Un peu, donc, que ce soit Ezinia fetida, Ezinia andré qui est utilisé en vermicompost, je n'ai pas une bonne idée de température. Mais si je peux me référer un peu à l'étude, nous avons conservé la température de toute étude était de 23 degrés, qui est un peu la température moyenne dans la région d'étude, dans la zone d'étude. Donc, nous n'avons pas vraiment testé la température et, comme je l'ai dit, nous donnions pour chaque expérience 80% du poids du verre et on ne leur donnait plus de litière jusqu'à ce que, au bout de 10 jours, l'expérience s'arrête. Donc, je n'ai pas vraiment une très bonne connaissance des températures d'élevage parce que je sais que l'élevage, généralement, c'est en vermicompost, mais en laboratoire, je pense autour de 26, quelque chose comme ça. En fait, pour les vers de terre tropicaux, idéalement entre 20 et 25 degrés, c'est en termes de température, quoi. C'est déjà ça. Mais comme le docteur l'a dit pendant sa présentation, en ce qui concerne, parce que les deux éléments clés, c'est la température et puis la teneur en eau, en fait, du sol. Donc, je crois entre 40 et 50%, sinon 60% de la teneur en eau du sol. Si le sol est saturé à 40-60%, c'est bon. Et la température, en fait, si elle varie entre 20 et 25, c'est aussi bon. C'est ça les conditions optimales en général pour les vers de terre tropicaux. Oui. Le deuxième volet de la question, c'est est-ce que c'est seulement
les vers de la même espèce que Drillus eugenia qui font à ce que le sol soit réparé? Non, pas forcément. En écologie, il y a plusieurs effets qui sont décrits. On parle de l'effet de redondance, l'effet de l'espèce Keystone species. Pour d'abord de cette expérience, oui, on a utilisé uniquement Iblis. Bon, là, je pense que la question parle de l'impact des vers de terre dans la restauration, la réparation des sols en général, si il faut une diversité d'espèces et autres. Donc, je dirais que ça dépend des cas. Vraiment, pas, on ne peut pas dire qu'une seule espèce peut faire tout le travail. Parce que même chez les vers de terre, il y a 3 types écologiques. Il y a les épigées, qui sont généralement superficielles, qui se nourrissent de litière, qui ont un impact. Et les écologistes là, pensent que leur impact n'est pas assez élevé, par exemple, sur certains aspects du sol, comme l'impact sur la capacité en rétention du sol, la circulation des nutriments et de l'eau dans le sol. Leur impact n'est pas assez élevé, par exemple, comme les anéciques, qui sont très grands en taille et qui vont vraiment très profond dans le sol. Donc, ils peuvent remuer les éléments minéraux dans le sol, ils peuvent créer des tunnels, des turicules et tout ça. Je vais demander à Dr Patrick Otomo, s'il est là, s'il peut prendre le relais. L'une des questions, c'est de Keke. Elle dit « Bonsoir, ma question est impact de E. eugenia sur les composants et la dynamique du sol ». Donc, elle demande l'impact de E. eugenia sur les composants et la dynamique du sol. L'impact les vers de terre en général vont permettre d'affecter le sol de plusieurs manières, mais ce qui a été en fait documenté, et ça s'applique pour Eugenia, c'est le fait que le ver de terre va aérer le sol d'une manière beaucoup plus prononcée que si le sol n'était pas habité par des vers de terre. Donc, ça permet aussi donc, de pouvoir mixer par le fait que le ver de terre, en fait, il va consommer non seulement la litière, comme le docteur l'a dit, mais aussi une partie du sol en faisant cela. Surtout les vers qui sont un peu plus profonds dans le sol, non pas les épigées là qui restent seulement à la surface. Donc, ils vont aussi, dans le processus, en fait, d'aération, en créant juste des tunnels là dans le sol, so to speak, en utilisant l'expression, ils vont donc permettre d'aérer le sol et aussi de favoriser la distribution des nutriments du sol, et ce qui va favoriser aussi donc la croissance des plantes, par exemple, parce que les plantes auront donc beaucoup plus accès à la matière minérale dans le sol. Quoi encore? Et donc, ça permet aussi de stabiliser le sol vis-à-vis de l'érosion, par exemple. Ça favorise, comme je l'ai déjà dit, la fertilité des sols. Et ça favorise aussi donc la richesse du sol, parce qu'une fois les vers de terre aussi vont rendre accessibles, ces nutriments-là seront beaucoup plus accessibles donc aussi à la faune en fait, et d'Afrique, à la faune du sol, qui va donc en profiter. Donc le ver de terre vraiment affecte le sol à plusieurs niveaux. Et voilà pourquoi d'ailleurs, tout au long des présentations que nous avons eues dans le passé même déjà, on a établi le fait que le ver de terre est vraiment un animal, sinon un invertébré assez important en fait dans le sol. On a une question de Gina à 2 volets. Le premier volet, c'est pourquoi choisir de faire cette recherche? Et deuxième question, le deuxième volet, c'est pensez-vous que les réactions et les résultats que vous avez obtenus avec les échantillons du Cameroun seront les mêmes si vous utilisez les mêmes méthodes avec le même ver, mais provenant d'une autre région ou d'un autre pays? Bon, la science est telle que, et à propos, la présentation telle qu'elle est là, elle est faite, elle a déjà été publiée, le travail a été publié dans
les publications qui sont sorties de la thèse, en fait, du docteur Kandem. Donc, si vous cherchez Kandem et al. 2021, je crois, c'est en 2021 que le travail a été publié, donc ça fait 2 ans déjà. Mais pour répondre à la deuxième question donc, de Gina, c'est peu probable, en fait, que les résultats seront les mêmes, n'est-ce pas, si l'expérience était faite dans un autre milieu, en fait, en utilisant d'autres sols et d'autres paramètres, parce que, voilà, c'est peu probable. Mais on pourrait arriver à trouver des résultats plus ou moins semblables, mais c'est probable qu'ils soient exactement les mêmes. Donc, parce que les sols sont différents, la teneur en sol voilà, les sols se ressemblent, mais ils sont pas identiques lorsqu'on regarde à leur profil, en fait, que ce soit le profil purement chimique ou bien physico-chimique, comme on le dit, ou voilà, en d'autres termes. Et là, par exemple, il a choisi des milieux tropicaux. Donc, si on vient, par exemple, ici en Afrique australe, où nos climats sont différents, donc les sols vont être différents, leur teneur va être différente, on s'attend à avoir des résultats différents. Mais je ne pourrais pas exactement vous dire comment est-ce que ces résultats vont différencier de ce qu'on a trouvé au Cameroun, mais ce que je sais, c'est qu'ils seront différents. Maintenant, pourquoi faire ce genre de recherche? Quel est l'intérêt? Je crois qu'il a touché à ça un peu, Dr Kandem. La raison, en fait, on assume, bon, je veux dire en français, on suppose en général que voilà, les déchets, donc quand une feuille tombe d'un arbre, la feuille, elle disparaît. Voilà, parce qu'à la fin, c'est ce qui se passe dans la forêt. Chez nous, on sait, quand la feuille tombe, au bout d'un moment, bon, on arrive, c'est la litière. Donc, on va parler, il y aura un genre de compost ou compost et tout ça. Et puis, il y a une litière. Et puis après, ça finit par partir. Et puis, on ne se pose pas vraiment la question, mais quels sont les processus qui font que ces trucs-là, que ces feuilles-là, que cette litière-là finisse par disparaître, qu'elle soit peu visible au fil des semaines ou des jours. Donc, ce genre de recherche, en fait, nous permet de comprendre, en fait, les dynamiques, les différentes dynamiques économiques, écologiques qui existent dans les milieux étudiés comme la savane, la forêt, comme on l'a vu ici dans le cas de la présentation du docteur Kandem. Donc, c'est ça, c'est montrer en fait la place prépondérante qu'occupent les vers de terre, donc dans le recyclage en fait de ce qu'on appelle la matière organique en fait. Parce que si on enlevait ces vers de terre, si tous ils étaient exterminés, on ne le souhaite pas, donc il y aura une certaine accumulation de ces feuilles-là. Ça poserait problème en fait, parce que au moment où nous sommes en train de parler, les feuilles sont en train de tomber des arbres de la forêt ou dans les savanes, et puis ces feuilles-là en fait, qu'est-ce qu'elles deviennent? Voilà, les vers de terre donc viennent, mais avec beaucoup d'autres organismes. En fait, voilà pourquoi je lui ai posé la question. Est-ce qu'à part ces vers de terre, il y en a d'autres, mais à part les vers de terre, il y a aussi il y a purement des microbes aussi qui vont agir. Il y a des animaux aussi qui vont rentrer dans le processus de recyclage en fait de cette matière organique-là. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir décrire, en fait, le genre de dynamisme ou de dynamique écologique qui existe qui explique, en fait, le recyclage, en fait, la matière organique, surtout au niveau du sol. Donc, en parlant plus précisément, comme on l'a vu ce soir, de la litière. Merci pour l'accord de la parole. Comme je l'ai bien dit, que je suis Michael Kakoulé, président du conseil d'administration du groupe Academia depuis la RDC. Et ma question, d'abord, je vais tout droit à la question, tout en remerciant comme c'est la première fois que j'ai joué ces grandes plateformes. On espère que peut-être on aura plus à développer, connaître davantage. La question est de savoir comment évolue la culture de ces vers pendant la période de sécheresse, parce que comme même maintenant, nous sommes en Équateur, comme ici, généralement, on aurait normalement participé à plus de la saison pluvieuse que de la sécheresse, mais actuellement, c'est le contraire. Quel mécanisme les chercheurs ont mis en place pour qu'on puisse préserver la vie de ces vers de terre pendant la période de sécheresse? En fait, naturellement, d'abord, parce que naturellement, en fait, la nature n'a pas vraiment besoin de nous pour prendre soin d'elle, Michael. Donc, en temps normal, donc, pour des vers comme Eugenia, comme on a vu là, Hydrolyse Eugenia,
pendant la saison pluvieuse, donc ces vers vont remonter vers la surface. Voilà pourquoi on les voit beaucoup. Si vous avez remarqué, en fait, naturellement, on voit les vers de terre souvent après la pluie. Surtout quand le sol est saturé, quand il a plu, c'est en général les vers de terre remontent à la surface. Et ça, c'est donc pendant la sécheresse, quand la teneur en eau du sol devient un peu plus rare, ce qui se passe en fait, c'est que le sol devient beaucoup plus sec vers la surface, okay? Mais en profondeur, donc quand on descend un mètre, 1,5 mètres, on a la teneur en eau en fait, donc elle demeure un peu plus élevée. Donc les vers de terre ont tendance donc à descendre en profondeur, ok? Donc aller peut-être 50, 60 centimètres vers la couche vers les régions du sol un peu plus riches en fait en, en eau, voilà, où la teneur en eau est beaucoup plus appréciable qu'à la surface. Ça, c'est quand c'est vraiment sec. Donc, ces vers-là, en fait, n'ont pas besoin, et ça, c'est juste au processus naturel qui leur permet, en fait, de s'adapter aux situations de sécheresse ou bien une situation simplement de saison sèche. Voilà, parce que sécheresse, c'est autre chose. Voilà. Mais maintenant, donc quand il pleut, donc le sol revient, est saturé d'eau, et puis maintenant, ces vers de terre donc, peuvent remonter à la surface, et voilà pourquoi ils sont beaucoup plus visibles dans ces temps. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin, nous, naturellement, pour arriver à s'adapter de cette manière-là au changement saisonnier, en fait. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de la culture en captivité, c'est autre chose. Donc maintenant, nous, par exemple, en ce moment, je vous parle, Michel et moi, nous avons des vers de terre ici au laboratoire en Afrique du Sud où on travaille tous les deux. Et là, c'est autre chose. Donc, mais en captivité, c'est autre chose parce qu'idéalement, on les garde à 20 degrés, sinon 22, 23. Et puis, on se rassure qu'ils ont toujours de l'eau et qu'ils ont à manger. On leur donne soit de la bouse de vache, il en a parlé, ou bien carrément ce qu'on appelait du quaker, mais sinon, ici, on appelle ça comment des flocons d'avoine. Voilà, ça s'appelle en français. Donc, ça, c'est en laboratoire, on leur donne ça. Donc, en général, naturellement, en fait, ils n'ont pas besoin aussi. Dans un système écologique assez stable, qui n'a pas été perturbé, ben, ces vers de terre-là, surtout celui-là qui est trouvé en Afrique tropicale, il prend soin de lui-même brillamment. Voilà. Oui, merci Laetitia. Donc, la question où je demandais pourquoi avoir choisi cette étude, c'était beaucoup plus au docteur Condem. Pourquoi il a choisi de le faire? Je pense un peu l'avoir dit, mais je ne suis pas vraiment là en profondeur. Donc, avoir choisi de faire cette étude, c'était juste vraiment un cas de curiosité, quoi. Donc, comme je l'ai dit, je vais pour... vous savez, chez nous, les poubelles sont un peu partout. Donc, quand je vais jeter, je ne sais plus si j'allais jeter ou j'allais prendre quelque chose à la poubelle. Je soulève un amas d'ordures là et je vois tellement de ces verres là sous l'amas d'ordures. Et donc, ce qui m'interpelle, c'est d'abord le sol. Il est comme émietté et très sombre en fait. Et c'est comme ça que j'ai dit, oh, quand je regarde, je vois c'est un verre de terre qui m'est un peu familier. Et c'est comme ça que je commence un peu à investiguer maintenant dans le dépotoir. Je regarde. Et je vois qu'il avait carrément colonisé le milieu. Et je vais maintenant puisque j'avais déjà identifié l'espèce lors de ma thèse. Donc, c'est comme ça que je repars dans la littérature. Je fouille. Et je commence à vouloir comprendre s'il peut avoir un impact. Bon, le premier intérêt est venu des échantillons de sol, parce que quand j'ai collecté les échantillons, je les ai envoyés à un labo, et quand les résultats sont revenus, j'étais vraiment stupéfait par les résultats, parce que je voyais qu'il y avait une nette différence au niveau des résultats chimiques surtout. Et c'est de là que l'intérêt vient, et comme j'ai travaillé aussi dans les verres, donc je me dis, il y a quelque chose à faire, il faut voir clair là-dedans. Et aussi, la motivation vient du fait que quand je regarde l'espèce, elle est vraiment très peu utilisée dans les études, elle est très peu décrite. C'est vrai que son écologie est plus ou moins claire, mais
il y a très peu d'études de l'impact du ver de terre, très peu, très peu. On l'a décrit juste comme une espèce beaucoup plus utilisée en vermicompost. Vermicompost, c'est pour les vers de terre qu'on utilise pour amender les sols. Donc, c'est de là que je me dis, mais si un ver tropical typiquement originaire d'Afrique est juste à côté de moi et qu'il est mal connu, peut-être que je peux faire quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire parce que les vers tempérés sont très bien étudiés, que ce soit sur le plan de la taxonomie. Beaucoup d'études sont faites avec les vers tempérés. Mais en zone tropicale, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est un peu de ça que vient la curiosité, l'envie de pousser, de voir que, si je tenais quelque chose sous la main. En fait. Merci, docteur Kandem. Vraiment très intéressant. Et vraiment, j'ai été impressionnée justement par votre sens de l'observation, si je peux l'appeler ainsi, parce que juste commencer une étude à partir d'une observation aussi simple, je suis sûre que nombreux d'entre nous avons déjà vu des vers de terre sous une poubelle juste en soulevant, mais je ne pense pas que cela a conduit jusqu'au laboratoire. Vous avez fait une étude vraiment très intéressante. Les résultats sont vraiment intéressants. Vraiment bravo pour... Oui, pour être aussi honnête, hein, je vais compléter. J'étais aussi en vacances, donc peut-être qu'il faut que je sois totalement honnête. Donc, je m'ennuie un peu et comme je n'aime pas rester à rien faire, donc OK. voilà, donc j'avais des problèmes de visa, donc je patientais et puis voilà, donc pour être honnête, peut-être si j'étais très occupé en fait, à ce moment-là, peut-être j'aurais été paresseux, mais c'est vrai que l'observation, j'aime bien ça, mais il faut aussi que je dise que bon, c'est un peu en vacances. Et comme je n'aime pas les OK. vacances, Merci bien.